Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Giovanni Allegretti, soy investigador de la Universidad de Coimbra y me ocupo desde 25 años de procesos de participación. En más de 50 países he trabajado y hoy tenemos un panel internacional muy interesante. Y vamos a dedicar un buen espacio para la discusión entre el público y ellos. Entonces todos han consentido con la idea de no ir a leer los currículum de las personas, solo de decir cuál es en ese momento su cargo político, porque son cuatro políticos que representan ciudades y países diferentes. Entonces empiezo a presentarlos y después le lanzaré una pregunta que cada uno declinará en su forma mejor sobre la relación entre gobiernos locales y un mundo globalizado. Entonces la primera presencia a mi derecha es Esperance Mwamikazi Baharani, mayor de Luinja, un común rural de la República Democrática del Congo. La segunda persona es Pascal Cluer, teniente del alcalde de Grenoble, en Francia. Y después tenemos Mr. Baba Ndiaye, presidente del departamento de Kaolack en Senegal. Y última, a la derecha, tenemos María Elena Correa, que es alcaldesa de Mandlakazi en el país de Mozambique, en África. Entonces, como ve, una variedad, una paridad de género que es muy buena también aquí. Yo voy a lanzar una pregunta general. Hoy hablar de nuestros territorios de globalización quiere decir muchas cosas. Quiere decir las limitaciones o las reglas que los gobiernos nacionales y las asociaciones internacionales nos dan y que modifican nuestra vida y nuestro gobierno, pero quiere decir también algo en términos de personas, ¿no? De migraciones, de presencia en nuestro territorio de gente de otros países, de salida de gente de nuestras ciudades para otros lugares, gente que quiere mantener una relación de amor y de colaboración con su territorio. Y quiere decir también tomar en cuenta que especialmente en las ciudades metropolitanas hay una dinámica de movimiento de la gente que se va del lugar mayor a los lugares menores y que entonces tiene que ser tomada en cuenta cuando, como dice el título de ese encuentro de ese año, estamos mirando las cosas desde un punto de vista del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿quién es que tiene el derecho a la ciudad? ¿Quién es que tiene el derecho a participar en las experiencias directas? ¿Solo los utilizadores de la ciudad o también los que originan en nuestra ciudad y viven en otros lugares? Entonces, son cuestiones diferentes y cada uno de nuestros huéspedes tendrá una visión un poco diferente sobre las prioridades, los elementos centrales de que quiere hablar, pero queremos un poco darnos cuenta de cómo en los procesos participativos de nuestros territorios entran las cuestiones y los movimientos, digamos, internacionales y cómo afectan el día a día de nuestra capacidad de gobernar los territorios. ¿Ok? Entonces, doy la palabra por primera aquí en la lista, sigo la lista que tenemos aquí y tenemos María Elena Correa, que será ayudada por un traductor que va a ayudar a traducir de portugués al español, porque el portugués no era una lengua oficial, pero también tiene dignidad para poder hablar en este evento. ¿Sí? Boa tarde a todas e a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Como disse, eu venho de município pequeno em Moçambique. Como dijo, vengo de un municipio pequeño en Mozambique. Município onde também temos munícipes que não são dali, são estrangeiros, mas também temos muitos munícipes que trabalham
nos países vizinhos, como na África do Sul. Un municipio, y tenemos muchos municipios alrededor de nuestra población que tiene muchos habitantes que son extranjeros, que vienen de otras tierras, y también tenemos personas de nuestra propia comunidad que van a trabajar a los países vecinos. O que nós fazemos, nós respeitamos a todos os munícipes, sejam eles nacionais ou estrangeiros, desde que residam no nosso território, eles também são obrigados a cumprir com aquelas que são as normas de convivência do nosso município, as posturas elaboradas para o nosso município. Nosotros respetamos a todos los habitantes de nuestros municipios, siempre y cuando también respeten las normas de convivencia que hemos definido. Hay derechos y obligaciones contemplados para todos los habitantes como un pacto de convivencia. As obrigações, em tanto que munícipes, não diferem dos nacionais para os estrangeiros. Em termos da legislação para os munícipes, todos eles são iguais desde que sejam residentes nesse município. Siempre que sean residentes en nuestro territorio, todos los habitantes tienen los mismos derechos y obligaciones, tanto a nivel legislativo como a nivel de la aplicación práctica de los ordenamientos. No processo de participação em que nós envolvemos os munícipes, estes residentes também fazem parte, dão a sua contribuição, dão as suas opiniões, participam no processo de elaboração dos nossos planos, participam no processo da avaliação. Mas temos também este caso de muitos munícipes que trabalham fora, principalmente na África do Sul, e que só estão em Moçambique agora para a quadra festiva. Nosotros consideramos a todos los pobladores de nuestros municipios en diferentes etapas y momentos de la participación. En la elaboración de programas, en la puesta en práctica de proyectos, nosotros consideramos siempre la puesta en práctica de proyectos que se realicen en las diferentes partes del territorio, y consideramos siempre la puesta en marcha de las personas que van y vienen de nuestro territorio. Quando falamos principalmente destes que trabalham na África do Sul, maior parte deles são homens. O que significa que muitas famílias ao longo do ano ficam sem os seus esposos porque os esposos estão a trabalhar fora na África do Sul. Nosotros tenemos muchas personas que habitan en África del Sur, en Sudáfrica. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, sus matrimonios, pero pasan una gran parte del tiempo fuera del territorio, en Sudáfrica. E nesta altura que eles voltam a Moçambique para se juntar à família, é nosso hábito e regra juntar a eles todos. Eles já sabem que na semana que eles estão cá, na última semana de dezembro, vão ter um encontro com a direção do município para avaliar como é que foi o ano, que dificuldades é que eles tiveram no estrangeiro, que dificuldades é que nós tivemos no país e como é que entre nós podemos nos ajudar a ultrapassar algumas situações. Nosotros ya tenemos como regla establecida que todos los fines de año, la última semana de diciembre, se realiza una reunión con todas las personas que han pasado la mayor parte del tiempo fuera del país, en Sudáfrica. Cuando regresan y se reúnen con su familia, tenemos una reunión con la dirección y con los órganos directivos de cada municipio y evaluamos cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido las problemáticas enfrentadas para saber qué podemos hacer para apoyarlos y para realizar mejor. Agora, do ponto de vista da municipalização, o relacionamento, por exemplo, ou o ponto de situação do nosso município a nível global, nós podemos dizer que as dificuldades que existem nos outros territórios são as mesmas que o nosso município também tem. Temos tido relacionamento com municípios não só do nosso país, mas também com municípios de outros países para trocas de experiência, para avaliação do processo de desenvolvimento, para troca de experiência nesta questão da planificação participativa, da orçamentação participativa e principalmente agora na questão das mudanças climáticas. Um dos grandes desafios que os nossos países têm agora é a questão das mudanças climáticas. Estamos a sofrer com vários ciclones e temos nos juntado à comunidade internacional para vermos de que forma os outros países encaram esta situação das mudanças climáticas, como é que nós podemos preparar os nossos munícipes para encararem a questão dos ciclones e de outro tipo de tragédias quando acontecem. Para além disto, também temos trabalhado com outros organismos nacionais e internacionais na questão do combate à corrupção, que é um mal que... Oh, I'm sorry.
Nosotros hemos encontrado que tenemos varias problemáticas que también las tienen otros municipios. Tenemos un proceso continuo de intercambio de experiencias, tanto al nivel de la planificación de proyectos, al nivel de la planificación participativa, de la discusión sobre el presupuesto participativo y especialmente en los últimos tiempos sobre el cambio climático. Hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años, hemos estado sufriendo con la cuestión, por ejemplo, de los ciclones, que no existían antes en esta región, y hay una gran discusión sobre cómo se puede enfrentar a nivel regional la cuestión del cambio climático, porque estamos sufriendo bastante con esto. Buscamos esses espaços internacionais também para o desenvolvimento ou o melhoramento da nossa inserção nas questões de gênero, tentando ver como é que nós podemos fazer para que mais mulheres estejam nos cargos de tomada de decisão, como é que a mesa de tomada de decisão pode ter tanto homens assim como mulheres, como é que a nossa juventude pode participar de forma ativa e, como eu já disse nos outros painéis, estamos numa sociedade que a geração está indo embora, então é preciso também preparar as crianças e tem sido o nosso grande foco ultimamente, preparar as nossas crianças nas escolas, na comunidade, para que elas participem, digam como é que querem que seja a vida no município, o que querem que melhore, como é que eles querem, e assim não só elas têm esse hábito, mas também incentivam os seus pais. Dentro de este proceso de intercambio de experiencias también ha sido un foco importante la cuestión de género, ¿no? Los diferentes desafíos relativos a la cuestión de género, cómo es que más mujeres pueden participar en los procesos de toma de decisiones, cómo se involucran y toman parte en los diferentes cargos de gobierno, cómo existe una paridad entre hombres y mujeres. Y por otra parte también estamos discutiendo cómo, por ejemplo, la cuestión de la juventud, que también está necesitando espacios y requiriendo espacios de formación y participación. Al mismo tiempo, los niños, que es un gran desafío que estamos tomando en cuenta ahora, invirtiendo en la formación de ellos porque tenemos un proceso de un recambio generacional importante ahora. O nosso grande sonho era que ao nível dos países houvesse grandes intercâmbios. Temos noção de que há países que já têm grande experiência no âmbito da participação, no âmbito das mudanças climáticas, enfim, no foco de uma melhor municipalização. É importante que haja esta oportunidade de troca de experiências, onde possamos aprender como melhorar aquilo que falta nos nossos municípios. Acreditamos que esta foi uma grande oportunidade e está sendo, mas existe também um desafio maior ao nível dos países do terceiro mundo, que é a questão dos recursos. Ainda que a pessoa tenha uma melhor organização, um bom modelo de governação, mas se os recursos para responder àquelas que são as preocupações populares não forem suficientes, então sempre fica alguma coisa por fazer para a nossa população. Era importante que neste mundo global em que vivemos, possamos nos ajudar, possamos buscar uma plataforma conjunta para que aqueles que podem, possam ajudar aqueles que ainda estão no início do processo. Nosotros venimos aquí a este espacio creyendo en que ha habido otros países y otras experiencias que han tenido experiencias importantes en la construcción de procesos de decisión y de toma de decisiones participativa. Nosotros venimos aquí a este intercambio de experiencias y a conocer otras. Creemos que es importante construir en la idea de una sociedad justa donde todos podamos participar y ayudarnos unos a otros, y pensamos que es importante dentro de todo este proceso considerar no solo la cuestión de la gestión de los recursos y la participación en la toma de decisiones, sino también considerar la cuestión de los recursos naturales, ¿no? Que es importante que lo consideremos como una sociedad global, como un mundo global. Pues va a ser importante para el futuro de nuestras generaciones y necesitamos ayudarnos, apoyarnos unos a otros. No fundo, eu acho que em todo mundo o que nós queremos é o bem-estar da nossa sociedade. Municípios sem corrupção, município onde a questão de gênero seja respeitada, onde a questão da habitação seja respeitada, onde a juventude se sinta bem inserida, enfim, onde todos nós como munícipes nos sintamos bem integrados. Nós como Manjacase estamos nesse caminho, ainda não chegamos aonde queremos, mas acreditamos que com Deus e com a fé que nós temos no sucesso, um dia chegaremos lá. Queríamos aproveitar esta oportunidade para mostrar a nossa abertura e pedir
Quem quiser ser nosso parceiro, quem estiver aberto para colaborar com Manjacase, aqui estamos de coração aberto. Sejam bem-vindos a Manjacase. Muito obrigada. Nosotros estamos muy contentos de estar por acá. Creo que en el fondo de todos deseamos, todas nuestras sociedades desean un bienestar general, que las cuestiones de género sean resueltas, que la juventud se sienta bien y tenga un lugar, que tengamos la cuestión de la vivienda resuelta y que la gente pueda tener trabajo y sentirse feliz. Creo que es importante, pensamos que es importante, para nosotros ha sido importante justamente por eso participar en este espacio. Queríamos venir aquí y mostrar esa apertura y estamos abiertos para colaborar con aquellos que quieran apoyarnos y a los cuales también sirva nuestra experiencia en el trabajo en los diferentes municipios. Creemos que es importante la participación a nivel global y estamos abiertos a resolver los problemas del futuro. Con mucha fe y con mucha confianza en el futuro, es así que nos mostramos y estamos aquí en este lugar y queremos agradecerles a todos. Muchas gracias, María Elena, también por haber respetado perfectamente el tiempo previsto, a pesar de la dupla traducción. Y vamos a Esperance, que viene de un territorio, el Sud Kivu, que es un territorio que ha tenido, por causa de su historia difícil de los últimos años, una presencia internacional también muy fuerte. Y vamos a irse la misma riqueza de estímulos se da en su territorio. Okay. Okay. Bonjour et bon après-midi à tous. Je pense que moi je vais parler en français et j'espère que la traduction sera faite. Ok. Je viens de la République démocratique du Congo et dans une commune rurale qui s'appelle commune de Luinja. Et nous avons plus ou moins 115 000 habitants. Et c'est une commune où il y a beaucoup de richesses de sous-sol. Et de ce fait-là, les richesses ont amené beaucoup des habitants des autres du monde. Et dans la commune de Luinja, où nous sommes responsables, nous avons une multitude de nations et multiculturelles. On peut retrouver peut-être même 150 à 180 différentes nations qui sont les populations qui sont là-bas parce qu'ils viennent pour travailler dans le minerai. Il y a une société qui s'appelle Banroad Corporation qui se trouve dans notre entité et cela a fait que nous vivons avec beaucoup de personnes qui viennent du monde autre que le Luinja ou que le Congo. Et donc nous sommes habitués à vivre avec. Nous vous invitons aussi, peut-être qu'il n'y a pas de Mexicains quand même, hein? Je vous invite aussi les Mexicains, si vous pouvez venir aussi chez nous, vous êtes les bienvenus. Et j'espère que nous avons visité ici, nous avons vu beaucoup de choses. Les cultures, il y en a beaucoup différents et nous pouvons partager ce que nous avons de bien et ce que vous avez de mieux pour faire un monde peut-être meilleur. Nous sommes ici pour apprendre, nous sommes ici pour échanger de l'expérience. Il n'y a nulle part au monde où on peut dire que un pays, ça suffit. Même aux États-Unis, je pense qu'ils ont quand même besoin des Chinois ou les Chinois ont besoin des Congolais, les Congolais ont besoin des Mexicains. Nous avons besoin de chacun de l'autre. Et par rapport à moi, j'ai toujours cru que l'expérience que les autres amènent, c'est une nouvelle école et qui fait que peut-être nous pouvons mieux faire. Il y a évidemment là où les gens qui amènent de mauvaises expériences, nous devons nous passer des mauvaises expériences. Mais d'habitude, les gens qui viennent chez autrui ou viennent ici au Mexique, c'est pas pour amener des mauvaises choses, c'est pour amener leur expérience, et leur culture ou leur savoir, et les gens doivent apprendre à le faire. Et donc nous, dans notre commune, nous sommes vraiment habitués à échanger et nous avons des enfants qui sont de chez nous, qui étudient ailleurs, qui travaillent dans le monde, partout. Et s'il y a des gens qui voyagent, c'est vraiment aussi les Congolais. Je pense que partout,
au monde, vous pouvez toujours trouver un Congolais quelque part. Et ça, c'est parmi la culture des Congolais. Et donc, parmi ces Congolais, il y a les Congolais de notre culture. Et là où il y a ça, comment nous travaillons avec eux, nous avons fait le plan local de développement de notre chefferie et de notre commune. Et donc, ce plan-là, nous avons lancé l'appel aux personnes de bonne volonté et de notre commune vivant ailleurs, de notre commune vivant à Bukavu, vivant dans le Congo et vivant en dehors du Congo, et toutes personnes qui peuvent nous apporter un plus ou une solution à toutes les problématiques qui sont dans le plan local de développement. Et on est en train d'y travailler, de trouver des solutions, et chaque groupe, là où il se trouve, et même, ils peuvent se regrouper en plusieurs personnes et ils nous envoient peut-être une petite solution aux petits problèmes qu'ils peuvent résoudre à leur niveau. Et là, nous pensions que nous sommes en train de travailler avec tout le monde. Et ceux qui sont localement là-bas, ceux qui sont venus pour le travail ou qui sont venus pour s'installer là-bas, aussi, quand nous avons parlé de travailler sur le plan local de développement, nous avons fait participer toutes les personnes qui ont voulu participer. Et il y avait même les gens qui étaient de l'expert que nous avons utilisé, il était venu du Ghana. Et donc, c'était quelqu'un qui avait l'expérience dans leur commune parce que chez eux, il y avait une mine. Et donc, il nous a montré comment ils ont travaillé sur leur plan local de développement. Et nous avons pris comme certains modèles, certaines choses dans leur façon de faire et nous avons enrichi avec notre façon de faire. Et donc, nous pensions que dans le monde globalisant, maintenant, on ne peut pas se passer de l'autre. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons toujours besoin de travailler avec les autres et voir ce que les autres font. Raison pour laquelle nous sommes ici au Mexique pour échanger l'expérience, pour voir ce que les autres font ici et ce que les autres font ailleurs. Les Mexicains ont besoin d'avoir ce que nous faisons en Afrique, que nous avons besoin de voir ce qu'eux ils font, et c'est pour cela que nous sommes ici. Et cela donne aussi la participation. Si nous pouvons apporter notre savoir ici, et si nous pouvons prendre de votre savoir, amener là-bas et discuter avec, échanger, prendre ce qui est positif et le faire nôtre aussi, et nous pensions que ça serait une bonne chose pour un monde à venir meilleur. Et pour cela, nous pensions que maintenant, avec la globalisation, et c'est encore facile maintenant, comme nous sommes en train maintenant de partager l'expérience du monde dans le budget participatif, nous sommes en train encore de faire quand nous faisons nous avons des forums, ce qu'on appelle des forums de groupement, des forums de quartiers, ainsi de suite. Et c'est tout, quand les forums se réunissent, c'est toutes les personnes qui vivent dans ces groupements ou dans ces quartiers qui se réunissent. On ne dit pas que lui, il est étranger, lui, parce qu'il doit aussi amener sa participation. Il a les problèmes dans ce quartier. Et donc, il peut apporter un plus, il peut proposer une solution à un problème. Et c'est comme cela que nous travaillons, pas seulement question de dire il est étranger ou il est là-bas. Il peut être même étranger qui peut proposer des solutions beaucoup plus, parce qu'il a l'expérience qu'il a vécue ailleurs, et c'est de cela qu'on profite de l'expérience des autres. Merci beaucoup. Parce qu'il y a la traduction qui a besoin d'un peu de temps, c'est pour ça qu'ils n'ont pas applaudi. Ok. Y los aplausos llegan después porque la traducción termina algunos segundos después. Bueno, entonces, muchas gracias, Esperanza. Pasamos al presidente de la Caloac, del departamento de Caloac en Senegal, Baba Ndiaye, nuestro tercero huésped africano hoy, para ver es una otra dimensión territorial también, ¿no? Un departamento es algo mayor de que un comune, entonces puede ser que las dinámicas sean diferentes. Merci, monsieur le modérateur, chers collègues avec qui nous partageons ce panel. Chers participants, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui pour donner notre vision de cette thématique, les gouvernements locaux face à un monde globalisé. Les deux premiers intervenants qui sont des maires, effectivement, ayant en charge
la gestion de la proximité ont déjà parlé d'exemples précis au niveau de leur localité. En parlant de ce thème, rôle des gouvernements locaux face à un monde globalisé, nous sommes tenus de faire un petit rappel, parce que la globalisation n'est pas arrivée de façon inédite. Il y a un processus que le monde a connu. Vous savez tous que le monde, entre 1947 et 1991, nous avons participé à la bipolarisation du monde. De l'autre côté, les Occidentaux, de l'autre, l'Union soviétique, l'Union des Républiques soviétiques, avec des idéologies différentes, des démarches différentes. En 1991, à 89, avec le mur de Berlin qui s'est détruit, 91, avec la dislocation de l'Union des Républiques soviétiques, on a commencé à parler de mondialisation. Mais pendant cette même période, il faut reconnaître que dans beaucoup de zones économiques, les gens sont organisés avec ce qui semblait être ce qu'on appelle le protectionnisme. Ici, en Amérique du Nord, il y avait l'ALENA, qui était une zone de libre-échange, qui regroupait le Mexique, les États-Unis et le Canada. En France, il y avait la Communauté des États de l'Europe, qui est devenue Union européenne. Nous avons en Amérique latine le Mercosur, qui regroupe également, qui est un espace qui regroupe l'ensemble des pays, également qui sont en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui constitue également une zone de libre-échange. Au niveau de l'Afrique, on s'est battu jusqu'en 2000 pour aller vers l'Union africaine avec l'organisation du continent en 5 zones. Ça peut sembler être du protectionnisme face à la globalisation, face à la mondialisation, parce qu'avec la monnaie, il n'y a plus de frontières. Et l'échange économique devient beaucoup plus intense. Et à cela, nous avions de l'autre côté une aspiration des populations à plus de liberté, à plus de justice sociale, à plus d'équité, à plus d'inclusion. Parce que Rio 92 s'est organisé, et à Rio 92, il y a eu 120 chefs d'État qui ont été au Brésil. Pendant cette même période, à côté de cette conférence internationale étatique, 17 000 personnes appartenant à des organisations non gouvernementales sont réunies également à Rio pour plus d'aspiration à la liberté, plus d'aspiration au développement, plus d'aspiration à la gestion de l'environnement, plus d'aspiration à la prise en compte des préoccupations des populations, tout en conservant l'environnement pour les générations futures. Dans ce contexte particulier que la globalisation est intervenue. Le pays qui entre dans une zone économique spéciale perd une partie de sa souveraineté. Et les pays qui étaient dans des dictatures n'ont pas connu de centralisation et par conséquent pas de communes. Parce que les communes n'ont pas été administrées démocratiquement. Ceux qui les dirigeaient étaient choisis par le pouvoir central, n'étaient pas élus des populations, ne venaient pas des populations. Parce que c'est des pays qui étaient dans la dictature. La plupart des pays qui étaient apparentés, bien qu'ils étaient sous couvert de l'Union soviétique, bien des pays qui ont quitté l'Union soviétique, étaient des pays qui ont vécu dans la dictature par le communisme. Dans le système communiste, il y a un seul parti, c'est le parti communiste qui est le parti fort, et c'est le parti qui détermine les rôles partout, jusqu'au même quartier. Le chef de quartier est déterminé par le pouvoir central. C'est vers l'Occident que les gens font des élections, élisent des maires qui ont un certain nombre de responsabilités, et là, l'État transfère un certain nombre de compétences au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des territoires, qui les assument effectivement en rapport avec les populations. C'est dans ce contexte particulier d'aspiration des populations pour plus de liberté, plus d'engagement, plus de citoyenneté, que effectivement que la culture territoriale doit pas jouer un rôle extrêmement important. Et dans ce combat, autant l'État veut garder sa souveraineté, veut être fort et puissant, autant la culture territoriale, la commune, la ville ou la région veut assumer des responsabilités par rapport aux populations. C'est un dialogue extrêmement important qui fait que je vais essayer de laisser passer la gestion de proximité, mais également les thématiques transversales. Parce qu'après de Rio, il y a une thématique qui est sortie, c'est la gestion de l'environnement. Donc l'ensemble des cultures locales, des organisations non gouvernementales, des associations qui y croient, sont en train de s'organiser dans leur propre pays, dans leur propre ville, dans leur propre commune, pour pouvoir faire pression sur l'autorité au niveau communal afin que ces questions-là soient mieux prises en compte. Donc, diversement, qu'on soit du bloc d'Occident de départ ou bien du bloc communiste qui viennent d'arriver et d'embrasser la démocratie, les démarches étaient différentes. Mais ce qui est fondamental, c'est la détermination de la population à appui de justice sociale. Dans le cadre de la gestion de proximité qui est assurée par la culture locale, par le maire, nous, en tant que département, nous avons pu jouer
un rôle en tenant compte de notre diaspora, qui est établie en France, qui est établie en Italie, en Espagne et aux États-Unis. À partir de la commune de Pontedera en Italie, par exemple, notre diaspora, nous mettant en contact avec l'association des Semeurs sans frontières, nous a permis de numériser 12 états civils des 14 communes de mon département. Les états civils étaient pris sur du papier, enregistrés sur du papier. Et à chaque fois, le papier peut se détruire, les livrets peuvent se perdre. Alors que nous sommes à l'époque, à l'heure des antiques et au moment où il fallait avoir une bonne numérisation. Donc, avec l'appui de notre diaspora établie en Italie, nous avons réussi à numériser 12 états civils qui étaient des communes rurales. Et mieux, il y a les questions de justice sociale et de fraternité numérique. Les élèves qui habitent la commune, chef de département, où il y a de la connexion Internet, où il y a un point de documentation, n'étudient pas dans les mêmes conditions qu'un élève qui est dans le monde rural. C'est la raison pour laquelle nous avons apporté, par le biais de notre coopération avec la diaspora, ce qu'on appelle les bibliothèques virtuelles au niveau de Kaolack, qui a permis à des élèves, mettre les jeunes et les élèves qui sont dans le monde rural, ou bien qui sont dans les communes, mais de niveau pouvoir d'achat différents, de pouvoir être dans les mêmes conditions d'études, dans les mêmes conditions. Donc, la diaspora a joué un rôle extrêmement important en rapport avec la commune qui l'a accueillie. C'est pour dire qu'en réalité, quand on parle de monde globalisé, on se retrouve sur des thématiques. Il n'y a plus de frontières. Et comme il n'y a plus de frontières maintenant, ceux qui croient à un certain nombre de principes et de valeurs peuvent être ensemble. Et c'est notre... Si aujourd'hui, on est tous ici, au Mexique, dans le cadre du réseau OIDP, c'est pas que nous tous, qu'on soit association élue, nous avons cru à la participation citoyenne. Nous étions convaincus qu'il faut impliquer la justice civile et les acteurs dans tout le processus de prise de décision, de mise en œuvre, mais également d'évaluation des programmes que nous développons dans notre territoire. C'est pourquoi nous sommes dans un réseau qu'on appelle OIDP. Ce réseau est une thématique importante sur la participation citoyenne, mais elle est transversale. Et ça dépasse les frontières, ça dépasse les zones économiques. C'est un premier élément de collaboration. L'adaptation au changement climatique est une thématique transversale. Qu'on soit en Chine ou bien en Inde, dès qu'on croit qu'il faut juste se battre pour protéger l'environnement, nous tous, on peut se retrouver pour pouvoir, dans la solidarité, dans les gens d'expérience, jouer un rôle extrêmement important. Nous avons l'économie sociale et solidaire, qui est devenue également une thématique transversale. Aujourd'hui, nous avons le Forum mondial pour l'économie sociale et solidaire. Donc, l'ensemble des culturels, ONG, associations qui interviennent, peuvent être ensemble dans le cadre de ces thématiques. Voilà autant de collaborations qui peuvent ressortir des gouvernements locaux à partir d'un monde globalisé où il n'y a plus de frontières, où que les États ne peuvent pas en réalité jouer mieux le rôle qui leur revient à la place de la commune, à la place de la ville. Nous sommes dit qu'il faut responsabiliser la commune, il faut responsabiliser également la ville, il faut responsabiliser les élus locaux pour une meilleure prise en charge des préoccupations. Il faudrait qu'on puisse vivre solidaire, qu'on soit à Mexico, qu'on soit en France, à Grenoble, qu'on soit également au Congo ou en Mozambique, qu'on puisse dire que nous croyons aux mêmes principes, aux mêmes valeurs, et nous devons ensemble nous battre pour donner à la côte territoriale le rôle qui revient, pour plus de justice sociale, plus d'équité, contre les inégalités, pour un monde plus juste, un monde plus prospère. Je vous remercie de votre attention. Bon, mudamos de continente ahora y entramos en nuestro huésped europeo. ¿Quién sabe que las cosas no son totalmente iguales o que la presencia, por ejemplo, de una institución como la Unión Europea fuerte ponga otros tipos de problemas la relación entre el territorio local y lo global? Entonces vamos a ver este último punto de vista antes de abrir el diálogo con la sala. Merci Giovanni. Je vais tenter de faire une intervention synthétique de manière à ce que nous puissions avoir un échange avec le public. Je crois que c'est ce que vous souhaitiez aussi en tant que modérateur. Mes prédécesseurs ont fait des interventions extrêmement importantes, structurantes. Je voudrais repartir de la question qui nous est posée pour cette table ronde. Gouvernance locale, aujourd'hui, dans un monde global, dans un monde globalisé. Quand on parle de la question de gouvernance, on parle bien du lieu où est prise la décision. Et gouvernance locale, c'est les lieux où sont prises la décision au niveau local. Et quel est le lien, en fait, entre cette gouvernance locale
est la question de la mondialisation. La question de la mondialisation renvoie évidemment aux institutions, aux grandes institutions internationales, qui sont aussi des lieux de gouvernance et de pouvoir, mais également aussi aux institutions plus localisées dans chacun des pays. Il y a deux façons de voir ces relations-là. Soit que les gouvernements locaux sont des intermédiaires entre des instances de décision nationales ou internationales et les citoyens, ou bien alors que les gouvernements locaux sont une sorte de réseau qui font dialoguer entre eux des citoyens, des associations, des organisations qui se trouvent en place au niveau local et à d'autres échelons, et que les décisions sont prises d'une autre manière, plus horizontale qu'une manière verticale d'organiser les choses. Le comité consultatif des autorités locales de l'Organisation des Nations Unies a posé cette question de faciliter le dialogue entre les villes, les pays et puis les institutions internationales. Il y a là une question centrale qui est différente dans chacun des pays, dans chacune des villes, puisque les organisations, les lois, les histoires sont différentes entre chacun d'entre nous. Mais nous avons tous aujourd'hui des défis globaux qui sont les mêmes. Et dans ces défis globaux, je veux parler d'abord du premier qui nous concerne tous, qui est celui du changement climatique, par exemple. Et ces défis globaux ont des conséquences en réalité au niveau local. Ce ne sont pas les instances internationales qui subissent les conséquences des défis globaux. Ce sont les personnes, les citoyens qui habitent au niveau local. Par exemple, à Grenoble, nous voyons l'impact climatique dans une cité de montagne 2 fois plus vite qu'ailleurs. Nous voyons les glaciers fondre. Nous voyons l'écosystème de la flore, de la faune changer à vitesse grand V. Autrement dit, l'impact des défis globaux, nous les subissons au niveau local. Et nous les subissons doublement, à travers les questions des migrations par exemple, dans des endroits où la densité de la population est très importante. Nous sommes face depuis une vingtaine d'années à une densification, à une urbanisation extrêmement forte et une concentration des habitants dans les villes. Alors, pour répondre à la question, il me semble qu'il faut partir en se disant, est-ce que nous avons bien les mêmes valeurs fondamentales ? Premièrement, la question de la démocratie. Est-ce que nous souhaitons être organisés dans une démocratie ? Je crois que c'est une valeur qui est présente chez tout le monde ici, mais il faut bien se dire que ce n'est pas partout dans le monde que ça se trouve. La question de l'autonomie, est-ce que nous sommes pour que les territoires au niveau local soient le plus autonomes possible ? C'est-à-dire, derrière l'autonomie se pose la question de la décentralisation. Que le pouvoir qui est souvent au niveau central revienne le plus possible au niveau local. Et puis, la question de l'égalité entre les personnes, entre les hommes et les femmes, entre chacun des habitants. Ici, chaque personne est une personne importante et nous devons nous dire que nous parlons d'égal à égal. Ça, c'est sur ces bases-là que nous allons poser les questions. Alors, les questions qui se posent sont, pour moi, les suivantes. La question de la gouvernance au niveau urbain, elle dépend effectivement de règles, de pratiques, de façons de faire et également, évidemment, de lois. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il nous est possible au niveau local d'expérimenter les choses dans une logique de décentralisation, d'avoir plus de pouvoir au niveau local? Et avoir plus de pouvoir au niveau local, c'est partager ce pouvoir avec les citoyens si on est d'accord avec les valeurs que j'ai indiquées. Autrement dit, ce qui me semble important, c'est la recherche de nouvelles institutions de l'horizontalité. Vous voyez ? La recherche, la question qui se pose sur de nouvelles façons de faire de la démocratie locale, de nouvelles façons de prendre des décisions publiques. La notion de réseau me semble centrale par rapport à ça. Comment est-ce qu'on implique les instances locales ? Comment est-ce qu'on dote les instances locales de pouvoir et comment les citoyens peuvent-ils participer le plus possible à la décision publique ? C'est ça qui est important, me semble-t-il. Alors, ça passe par l'expérimentation, ça passe par la question je l'ai dit, du pouvoir d'agir aux citoyens. Et
de faire en sorte que nous puissions, au niveau local, avoir la possibilité d'agir et de prendre des décisions de manière commune. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais qu'on puisse discuter du pouvoir d'agir au niveau local. C'est ça qui me semble qui est le plus important aujourd'hui. Merci. Entonces, las cuestiones que tenemos en el plato son muchas y ¿quién quiere romper un poco el hielo? No, sin cambiamiento climático. Quiere romper el hielo para hablar aquí con nuestros alcaldes y ponerles preguntas de un punto de vista también de otros políticos o de la ciudadanía que está aquí. Allí, empezamos allá. ¿Alguien puede mover esto? Ok. Si hay un segundo, que levante la mano, así ya sabemos de qué lado está. Vamos a hacer algunas allá al fondo. Ah, ok. Está bien, perfecto. 1, 2. Vamos a recoger algunas preguntas y así después respondemos con el panel. ¿Ok? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Caldera, vengo de los alcaldes de Venezuela y quisiera hacer 2 planteamientos, ¿no? El primero es que los organismos multilaterales se quedan solamente en los gobiernos nacionales, ¿no? Pero me preocupa, y lo he visto a lo largo de todas las intervenciones, de que hablamos de la participación solamente como proceso de legitimación y que se quedan solamente en escuchar al pueblo, a la comunidad, en la organización, en los presupuestos y todo eso, pero es muy pequeño la ejecución del pueblo en las políticas públicas. Estamos claros y compartimos todos los criterios que ha habido: participación, elecciones, consultas. De hecho, en mi país, en Venezuela, la Constitución establece 2 tipos de democracia: la democracia directa o la indirecta. La directa a través de las elecciones y la indirecta la que se da cuando el pueblo participa directamente. Tenemos ahorita, por ejemplo, 40.000 consejos comunales, que es la organización primaria en la comunidad, y 2.900 comunas, que es el aglutinamiento de consejos comunales en territorios. Y creo que debemos avanzar también en la transferencia de recursos al pueblo organizado. En el caso nuestro, el presupuesto de Venezuela, el 37% tiene acceso a las gobernaciones de Estado, el 28% los gobiernos locales y un 30% los autogobiernos y los gobiernos comunitarios, dentro del plan de la patria. Es decir, una comunidad tiene un acueducto rural, una perforación de un pozo, no tendría por qué ejecutarlo la alcaldía, sino esa comunidad organizada, en caso de un consejo comunal, presenta el proyecto al Consejo Federal de Gobierno y es financiado directamente a través de la cuenta que tiene la comunidad, y la comunidad ejecuta su presupuesto. Por eso creo que hago este planteamiento de que también debemos trascender en el autogobierno comunitario para que el pueblo también coparticipe en la ejecución, no solamente decirnos a los alcaldes lo que ya es nuestra función o exigirnos lo que ya debemos cumplir, sino también que el pueblo sea partícipe en la ejecución de las políticas públicas y en el control de los presupuestos directamente. ¿Qué nos ha permitido esto nosotros? Mayor eficiencia, porque el pueblo tiene sus propios constructores en la comunidad, no es la empresa que viene. No solamente es vigilar la contratación pública, que es lo tradicional, sino que el pueblo ejecuta más barato, más económico, porque está ahí, tiene su materia prima allí, se ahorra la burocracia de las contrataciones, todo lo que significa los lapsos legales, y por supuesto el pueblo está más empoderado porque está ejecutando su propia obra. En conclusión, yo creo que debemos avanzar también en los autogobiernos comunitarios, en la ejecución directa del pueblo, en coordinación con los gobiernos locales, estadales y nacionales, y que seamos más reconocidos también en los organismos multilaterales. Muchas gracias por sus experiencias que se añade a estas que hemos tenido aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Ochoa, vengo de la Asociación Civil Movimiento por los Derechos Humanos. Uno es, capitulando lo que decía mi compañero que me antecedió,
¿Cómo realmente llevar a cabo esta participación ciudadana, no solo en escucharlos, sino en la ejecución de todos los proyectos que se realizan desde el punto de vista también económico? Y mi segunda pregunta es, hoy que es el Día de los Derechos Humanos, cumpliendo 71 años, ¿qué tanto ha afectado la globalización o beneficiado los derechos humanos de las personas más vulnerables? Gracias. Muchas gracias. ¿Hay más cuestiones para juntar? Sí, una otra. Ya. Hi, thank you to the panelists. A few of you, yes, sorry, English. A few of you spoke about the role of community organizations, and I'm just curious how we can leverage community organizations towards this resource transfer that the commenters before me talked about, to moving past listening and communicative formats to, really these empowerment dimensions of citizenship participation. When I see a risk, particularly in the US, of nonprofit organizations really giving the local government and all levels of government a way out of these same frameworks and hopes that we're talking about. So, of course, civil organizations are important in the particular moment, but how might we see a role transfer, if any? Thank you. One more question. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces pasamos la palabra a nuestros alcaldes, nuestro panelista, para responder un poco a estas solicitaciones o a las solicitaciones de los colegas. Empezamos. Ok. Je vais répondre globalement parce que la deuxième question, je n'ai pas bien suivi la traduction. J'aimerais rassurer à Monsieur Venezuela, que là, nous avons parlé que chez nous, nous faisons ce qu'on appelle le plan local de développement. Et ce plan local de développement, c'était une consultation populaire avec ceux de local et international, s'il faut appeler ça comme cela. Et nous avons commencé maintenant à réaliser des projets. On n'a pas eu de gros montants, on n'a pas eu de financement, beaucoup de financement. Et il y a des projets qui dépassaient le limite de nos moyens localement. Pour cela, il fallait trouver comment le faire. Et pour le faire, nous les avons fait avec les citoyens. Les citoyens, ils ont fait ce qu'ils appellent la participation locale parce qu'ils avaient un besoin et ce besoin, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour eux. Et quand nous avons affecté les moyens, d'habitude, chez nous, nous affectons des fois entre 30, 35 et 40%. Ça dépend de l'année, ça dépend de ce qu'il y a comme budget alloué. Mais c'est toujours entre 30 et 40% des budgets alloués au projet de budget participatif. Mais des fois, quand il y a beaucoup de besoins, la population, quand ils n'ont pas assez de moyens pour le faire, ils participent eux-mêmes pour réaliser les projets. Par exemple, si c'est un pont, par exemple, ils ont besoin de ce pont ou d'une école, par exemple, à réhabiliter ou à construire, ils participent eux-mêmes à cela. Et donc, en participant, ils amènent soit les melons, soit les main-d'œuvre, soit... Donc, nous et la population, nous allons nous sommes en train d'interagir pour faire le suivi de ce projet. Et les gens, des fois, eux-mêmes, ils disent que comme on n'a pas beaucoup de moyens, nous devons proposer notre main-d'œuvre. Eux-mêmes vont faire, ceux qui sont maçons, c'est cela leur participation. Et donc, vous comprenez qu'il n'y a pas moyen de ne pas faire le suivi. C'est eux-mêmes qui font le suivi parce que c'est eux-mêmes qui travaillent avec nous. Nous avons apporté ce que nous pouvons apporter. Et eux aussi, comme ils ont besoin de ça, il n'y a pas beaucoup de moyens pour réaliser ce grand projet.
Bon, alors ils participent et nous parvenons à terminer beaucoup de projets dans beaucoup de quartiers de cette façon-là. Et donc, avec la société civile qui est là, c'est cette population, il y a beaucoup de gens de la société civile, ils ont des rôles de sensibiliser, d'amener le coup des citoyens pour qu'on s'approprie le projet. Et avec ça, nous avons fait beaucoup de projets. On n'a pas préparé la projection, mais prochainement, malheureusement, bon, pour ceux qui veulent, Giovanni, il connaît beaucoup ce qu'on a fait. On a beaucoup de projections par rapport aux réalisations que nous faisons avec les communautés, pas seulement parce qu'on a beaucoup de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a beaucoup de bonne volonté des citoyens pour la réalisation. Merci. Sim. Eu poderia dizer que no nosso país, os governos locais são pessoas eleitas. Como dizia, eles são eleitos via partido, mas são pessoas que representam o povo. Mas porque nós estamos conscientes de que estas pessoas foram eleitas via partido, provavelmente a representatividade territorial não é a que nós gostaríamos, optamos pela participação popular, que já não tem nada a ver com aqueles órgãos eleitos tradicionalmente, que são os membros do Conselho Municipal, os membros da Assembleia Municipal. Essa é a organização legal, pode-se assim dizer, do município. Do ponto de vista de participação, Bueno, nosotros tenemos, por supuesto, autoridades electas por el pueblo, tenemos toda la organización electoral y las autoridades tienen una cierta representatividad. Sabemos que esta representatividad a nivel territorial no es la que nosotros quisiéramos, pero por eso mismo tenemos diferentes dinámicas y procesos de participación popular. exatamente para corrigir esta falta de representatividade nas assembleias municipais, criamos os fóruns de participação, que são constituídos por pessoas eleitas de todas as comunidades, sem ponto de vista político, crença religiosa, não. A comunidade decide quem é a pessoa que lhes pode representar, quem são as pessoas. Nesse grupo de pessoas tem que haver homem, tem que haver mulher, tem que haver jovem, mas pessoas influentes, que são capazes de trazer aquelas que são as preocupações populares para o município, trazer aquelas que são as propostas de execução de projetos para aquela comunidade. Justamente para cubrir estos déficits que nosotros encontramos en la democracia electoral es que tenemos los llamados foros de participación, en donde participan personas que son reconocidas socialmente, que tienen alguna influencia comunitaria y capacidad de decisión y de organización de los procesos y de los intereses populares. Ahí participan hombres, participan mujeres, participan jóvenes, pero son personas que nos ayudan a orientar justamente y a cristalizar la planificación y la ejecución de los proyectos. O plano de atividades que nós fazemos do município não é feito do topo para baixo, é feito da população para o topo. El plan de ejecución de los proyectos que tenemos en el municipio no son hechos de arriba hacia abajo, sino que son formulados desde la base comunitaria y son elevados hacia los órganos de decisión gubernamental. Além deste plano geral de atividades municipais, 40% do valor das nossas atividades é de decisão da própria comunidade. Destes 40%, nós dizemos 30% o Fórum da Juventude vai decidir o que vai ser feito. 30% o Fórum da Mulher vai decidir o que vai ser feito. De 30% o Fórum do Cidadão, que são os homens, vai decidir o que vai ser feito. 10% o Fórum da Criança também tem a obrigação de decidir o que vai ser feito no nosso município. Que hay una decisión sobre un fondo general para la organización, un fondo de recursos para la organización popular que está definido, dividido en los diferentes foros de participación multisectoriales, ¿no? Para los jóvenes, para los niños, para las mujeres y para uno general para los ciudadanos. Estas pessoas não participam só na planificação do que deve ser feito. Eles fazem avaliação, fazem a monitoria, acompanham o processo todo, desde a planificação até a execução e monitoria do projeto.
Así que estas personas no se encargan solamente o no ven solamente la parte de la planificación, sino que hacen un proceso de evaluación, de diagnóstico, de monitoreo y de acompañamiento de todo el proceso a lo largo de los proyectos que se están realizando. Então, no nosso município, as pessoas não só escutam, mas elas dizem o que é que deve ser feito, elas é que decidem o que é que deve ser feito e como é que deve ser feito. É tudo decisão popular. Muito obrigada. Entonces, en nuestro municipio no son las personas, no es solo que las personas sean escuchadas, sino que ellas deciden qué es lo que se debe ser hecho, cómo debe ser hecho y en suma hay un proceso grande en nuestro municipio de participación popular. Muchas gracias. Merci. Bon, je vais essayer de répondre aux questions qui sont posées parce que c'est pas très simple avec les différentes interventions de s'y retrouver. Donc les questions qui étaient posées, c'est, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était des questions qui posaient la question du transfert, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les décisions reviennent de plus en plus au niveau local. Et que les décisions reviennent de plus en plus aux citoyens directement, peu importe les formes d'organisation, mais c'est ça en fait les questions qui sont posées. Et que la participation ne soit pas simplement un processus de légitimation, c'est ce que disait monsieur, mais soit d'abord et avant tout un processus de décision. Bon, alors les questions sont compliqué, mais d'une manière relativement simple, les réponses sont extrêmement compliquées. Hein, et je ne suis pas sûr qu'il y ait des bonnes réponses. Voilà. Mais les questions sont très pertinentes et très intéressantes, et j'aurais moi-même posé les mêmes questions. Donc je vais essayer de répondre aux questions que je me pose moi-même. Mais mes réponses seront très incomplètes parce que je n'ai pas forcément toutes les réponses. En tout cas, il me semble qu'une des réponses, c'est d'aller vers une diversification maximum des processus de participation qui sont proposés aux citoyens, qui sont proposés par les autorités locales, bien sûr. Le référendum d'initiative citoyenne en est une, le budget participatif, les chantiers ouverts directement aux citoyens pour qu'ils réalisent les choses, les jurys citoyens et toutes les expériences qui sont menées dans toutes nos villes ici et que nous partageons à l'OIDP. C'est un lieu important qui nous permet de savoir ce que les uns et les autres font et ce que nous pouvons partager, ce que nous pouvons reprendre chez les uns pour faire chez nous, de manière à avoir un panel très large, le plus large possible, pour que chaque citoyen puisse prendre un dispositif qui lui convient le plus. Certains n'ont pas envie de s'investir dans des conseils qui prennent du temps, qui occupent beaucoup de soirées, dans des réunions. Certains ont simplement envie de déposer une idée dans un budget participatif. D'autres ont plutôt envie de faire concrètement un chantier. D'autres ont envie de partager une réflexion, mais limitée dans le temps. Bref, il y a plein de dispositifs possibles. Mais la question que je me pose, que je vous pose, c'est que pour réaliser ces dispositifs, pour les multiplier, il faut que le droit du pays concerné le permette. C'est la vraie question. Est-ce que la législation en vigueur dans le pays, et non pas au niveau international, parce qu'il n'y a pas de législation internationale dans ce domaine, il n'y a que des législations nationales. Et il faut que le droit permette le pouvoir d'agir du citoyen. Autrement dit, la question, c'est: est-ce que le droit, dans chacun des pays, permet aux citoyens d'avoir la possibilité de prendre des décisions directement? Quel est l'état du droit dans le pays considéré? C'est la seule question, me semble-t-il, qui est valable. Et du coup, la question corollaire, c'est: si le droit du pays ne permet pas aux citoyens d'exercer ce pouvoir au niveau local, le pouvoir d'agir directement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils le permettent? C'est la vraie question posée. Alors, et là, on est face à un dilemme, parce que pour faire évoluer le droit ou pour faire évoluer la législation, soit on va vers un processus non démocratique, c'est-à-dire des affrontements, de la violence, pour faire imposer les choses, soit
on est dans un processus démocratique et il vaut mieux rester dans un processus démocratique parce que la démocratie garantit le droit. Et si on est dans un processus démocratique, à ce moment-là, ça va prendre du temps. Il faut influencer, proposer de faire évoluer le droit là où le droit se fait dans chacun des pays. Et donc, ça veut dire que c'est un processus plutôt long de citoyens, avec les ONG, avec les partis politiques, avec les syndicats, etc. Voilà. Donc, dans certains pays, peut-être que c'est possible de donner du pouvoir d'agir. En France, c'est possible, mais il y a des limites au niveau local. Peut-être que dans d'autres pays, c'est possible de manière plus avancée, et peut-être que dans d'autres pays, c'est impossible. Il serait intéressant d'avoir une cartographie du droit de chacun des pays par rapport à la possibilité d'agir au niveau local. Merci. Merci Pascal. Je crois qu'il vient de donner une réponse très pertinente sur la question des limites. Effectivement, ce qui a été posé au niveau de Venezuela déjà nous fait sentir qu'il y a une limite dans la décentralisation, il y a une limite dans le transfert des compétences, il y a une limite dans le transfert des ressources au niveau des communautés territoriales. Donc, ça me donne raison. En intervenant, je disais qu'il y a un cadre, dans le cadre de la globalisation, il y a tout un processus que le monde a connu. Certains sont partis très vite vers des systèmes démocratiques. Si je donne l'exemple du Sénégal, le Sénégal était entouré par des dictatures avant 1990. Mais nous avons pris des réformes et notre première réforme date de 1972. Alors qu'en 1886, nous avons déjà les premières communes qu'on appelait communes françaises et pourtant, on n'avait pas encore l'indépendance. Nous avons envoyé nos premiers députés au Palais Bourbon. C'est avant les indépendances. Donc, tout est culture, tout est tradition dans nos pays. Au même moment où nous exerçons la décentralisation, tous les pays qui étaient autour du Sénégal, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, étaient des pays qui étaient sous dictature. Il a fallu 90 avec Mitterrand, le vent de l'Est, pour que la coopération entre la France et ces pays soit conditionnée à l'acceptation d'ouverture à la démocratie. Et véritablement, cela a favorisé, effectivement, permet à beaucoup de pays, effectivement, de s'ouvrir. Les populations également sont levées et ils ont accompagné cette volonté et cette vision de la France de s'ouvrir à la démocratie. Ça, c'est un. C'est pour dire que c'est malheureusement une impression que nous avons que ce n'est pas très avancé en Amérique latine, particulièrement au Venezuela. Et il a posé un point de solidarité par rapport aux préoccupations. Effectivement, vous avez raison. Si votre législation permet d'assurer une coopération internationale, c'est possible d'avoir des solutions qui se posent. J'avoue que chez nous, beaucoup de questions ont été réglées à partir de la coopération internationale. Aujourd'hui, une société française, Technobam, postulant dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau du programme Trésor français, aujourd'hui, nous avons gagné avec mon département. Or, ça fait 50 ans que même mon gouvernement n'arrive pas à régler le problème du paludisme dans ma commune. Aujourd'hui, avec un système bien connu, tous les NFL vont être supprimés à Kaolack et c'est une innovation. Nous avons des associations françaises parce que quand la France est partie vers un regroupement des régions, contrairement au Sénégal, nous avons supprimé la région pour aller vers le département, mais le département a des missions économiques. Et toute la coopération qui s'est établie depuis 1960 entre les communes et les régions et avec la France, c'est vite détérioré. Les régions françaises, où quelque part il y a une fusion de 2 ou 3 régions, disent qu'ils ne peuvent pas coopérer avec un département parce qu'ils ont une dizaine ou 12 départements dans leur région. Mais finalement, les associations et organisations qui sont autour de la région, telles qu'ABM à Auxerre, soutenues par la région Bourgogne-France, continuent le partenariat avec Kaolack dans le cadre du scolaire, dans le cadre de construction de salles de classe, etc. Donc c'est pour dire, à chaque fois qu'un problème se pose, il est possible d'avoir des possibilités. Mais nous avons au Sénégal acté le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Nous avons acté la participation citoyenne en loi dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Aujourd'hui, je peux m'engager tout de suite, ça demande l'utilisation de ma tutelle, signer un partenariat, une convention tout de suite ici, à force à moi de rendre compte la prochaine réunion du Conseil. Donc ça veut dire que nous n'avons plus de barrières à ce niveau-là. Ce n'est pas que notre législation nous le permette. Maintenant, c'est un combat, et je rejoins Pascal, il faut de l'autodétermination. Les questions démocratiques, il faut se battre. C'est difficile. Il y a certainement des gens qui vont être sacrifiés pour permettre aux autres qui viennent d'avoir de la liberté, d'avoir de la justice. Maintenant, pour les OCB et le financement des OCB, des ONG et autres, je crois que chacun est dans son rôle.
c'est de s'organiser. Il y a des structures qui font le financement direct. Il y a l'implication des OCB dans plusieurs processus au niveau de nos territoriales comme au niveau national. Là également, ça dépend de la législation et des possibilités. Mais vivons solidaires, c'est dans la solidarité, dans le cadre des réseaux que nous sommes en train de mettre en place, que nous puissions, sur la base des thèmes transversales, apporter des solutions solidaires à chacun d'entre nous. Je vous remercie. Bueno, muchas gracias a todos los presentes de este lado y del otro lado de la sala. Creo que quedamos con esta idea de la cartografía, que es importante porque la cartografía no solo son las cosas que existen, son las tentativos. Por ejemplo, en Italia hay varios casos de regiones que legislaron para aumentar el espacio de los ciudadanos y que fueron llevada al tribunal y a la Corte Constitucional por el Estado Central. Entonces es una lucha permanente en crecimiento que tenemos que considerar, y también no solo los sucesos, sino también esos momentos como pasó a la región Puglia recientemente en Italia de desentendimiento con el Estado. Dentro tienen algunos elementos positivos que avanzan levemente y en esta cartografía estos elementos también deberían poder caber. Agradecemos a todos. Me dice que no hay más tiempo, que tenemos que ir a comer, y es verdad que también nuestros físicos reclaman la comida para poder escuchar mejor las intervenciones de la tarde. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos por aquí.